Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation de deck. Ça faisait un moment que j'en ai plus fait. J'ai pris l'habitude ces derniers temps de donner des exemples de decks dans mes déballages de boîtes. Voilà, mais là, alors j'ai échangé quelques commentaires avec un joueur, Black Ink, si je me trompe pas sur son pseudo. Donc voilà, je lui parlais des decks Minty-Fan main pleine. Et ben, voilà, je disais que j'aimais bien ce style de jeu, alors je sais plus pourquoi c'est venu, je sais plus à propos de quelle carte, mais donc voilà, je me suis dit, bah tiens, comme apparemment je l'ai pas encore fait, je vais faire une vidéo de présentation alors pas d'un deck en particulier, mais du style de deck. C'est-à-dire que là, c'est un deck pour duo. Normalement, quand je fais un deck pour duo, bah je fais les deux decks du duo en même temps, vu que bah c'est un duo d'investigateurs, mais moi je joue en solo. Là, je n'ai pas prévu de deck pour aller ensemble, donc c'est un deck générique, j'expliquerai tout à l'heure des changements éventuels. Donc bon, ben voilà, deck Minty-Fan, 0 XP, style main pleine. Alors moi, ce que j'appelle les decks main pleine, d'après une expression utilisée une première fois par Shep de l'Arkham JCE TV dans une de ses vidéos, c'est un deck qui a en permanence plein de cartes en main. Alors avec d'autres investigateurs, ça va être pour activer des effets, des bonus passifs, pour permettre l'utilisation de certaines cartes. Minty-Fan, c'est tout simplement parce que le deck est composé à peu près à moitié de compétences, et que je veux avoir en permanence la compétence qu'il me faut, soit pour attribuer un test effectué par Minty-Fan, soit pour attribuer un test effectué par le binôme. Alors bon, déjà peut-être je vais commencer par rappeler Minty-Fan. Alors Minty-Fan, c'est la, si j'ai pas de bêtises, deuxième carte du cycle. La chercheuse du cycle de la route de Carcosa, un de mes investigateurs préférés. La secrétaire, elle a 4 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 2 d'agilité, elle a le trait assistant, 7 points de vie, 7 points de santé mentale. Réaction, après qu'un investigateur dans votre lieu a attribué une carte à un test de compétence, la carte attribuée gagne une icône libre jusqu'à la fin du test, limite d'une fois par round pour chaque investigateur. Signe des anciens +1, vous avez le droit de choisir une carte compétence attribuée à ce test de compétence pour la renvoyer dans la main de son propriétaire après la fin du test. Deck de 30 cartes, carte chercheur de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, carte suiveur vivant de niveau 0 à 2. Tant qu'on y est, alors ces cartes signature et faiblesse, donc si je me plante pas, le numéro que j'ai vu tout à l'heure c'était 10 et 11. Alors esprit analytique, c'est un soutien qui coûte 3. Deck de Minty-Fan uniquement, vous avez le droit d'attribuer une carte à chaque test de compétence effectué par un investigateur dans un autre lieu. Réaction, après avoir attribué exactement une carte à un test de compétence, incliné esprit analytique, piochez une carte. Alors, la première partie, vous avez le droit d'attribuer une carte à chaque test de compétence effectué par un investigateur dans un autre lieu. Pour moi, c'est essentiellement utile pour le multi, c'est-à-dire quand il y a 3 ou 4 investigateurs sur la table, parce que là, on va se disperser un minimum et vous avez toujours la possibilité d'attribuer des cartes aux tests des autres, même s'ils sont pas dans votre lieu. Par contre, en duo, moi en général en duo, mes investigateurs ne se séparent pas. Sauf éventuellement s'il n'y a pas d'ennemis à combattre, le combattant est utilisé généralement comme explorateur. Par contre, la réaction, après avoir attribué exactement une carte, un test de compétence, incliné esprit analytique, piocher une carte, c'est toujours intéressant. Et ça veut dire qu'une fois par round, à un test, vous attribuez une carte, a priori une compétence pour que la carte attribuée soit plus intéressante, et immédiatement après l'avoir attribuée, vous piochez une carte. C'est-à-dire que vous avez attribué une carte et vous la remplacez, sachant que certaines cartes attribuées, les compétences de base, si vous réussissez le test, elles vous font piocher. Donc éventuellement vous faites une enquête, vous attribuez perception et rien d'autre, comme vous avez attribué une seule carte compétence, vous piochez, vous réussissez le test, grâce à perception, vous piochez. À ce test-là, vous avez attribué une carte, puis pioché 2 cartes. Donc vous avez augmenté votre nombre de cartes en main. La carte faiblesse, le roi en jaune, c'est un soutien qui occupe un emplacement de main.
Révélation, mettez le roi en jeu dans votre zone de menace, il ne peut pas quitter le jeu excepté par la capacité réaction ci-dessous. Vous ne pouvez pas attribuer exactement une ou deux cartes à un test de compétence. Réaction, après la réussite d'un test de compétence auquel Mintifan a attribué au moins 6 icônes de compétences correspondant à ce test, défaussez le roi en jaune. Donc quand vous le piochez, vous devez le mettre en jeu. Ça occupe un emplacement de main, ça peut vous faire défausser un soutien. Ça, faut y penser. Et comme vous ne pouvez plus attribuer exactement une ou deux cartes à un test, vous ne pouvez plus attribuer de cartes au test des autres, vous devez attribuer à vos propres tests au moins 3 cartes. Et pour s'en débarrasser, il faut réussir un test auquel donc on a attribué... réussir un test auquel on a attribué au moins 6 icônes, sachant qu'on est obligé d'attribuer au moins 3 cartes. Donc il faut attribuer au moins 3 cartes, que sur ces 3 cartes, il y a au moins 6 icônes de compétences correspondant, les icônes de la compétence correspondante et les icônes libres, pour pouvoir le défausser. Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, on va voir le deck, concrètement, qu'est-ce qu'il y a. Je vais prendre les cartes dans l'ordre. En emplacement de main, on a bien évidemment la faiblesse et le lexique occulte. Alors le lexique occulte, un livre, donc il coûte 2, limite d'1 par deck, forcé. Après l'entrée en jeu du lexique occulte, cherchez 3 exemplaires du rituel de sang parmi vos cartes liées, ajoutez-en un à votre main et mélangez les 2 autres dans votre deck. Quand le lexique occulte quitte le jeu, retrouvez chacun de ces exemplaires du rituel de sang, même s'ils sont hors jeu, et retirez-les de la partie. Alors, rituel de sang, qu'est-ce que ça dit ? Donc pour rappel, quand on joue le livre, on a une copie du rituel de sang dans la main, 2 mélangés dans le deck. Ça coûte 0, ça le trait sort, piochez 2 cartes, défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit soit de gagner une ressource, soit de dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Cette carte-là, pour moi, c'est avant tout utilisée comme solution de combat. Mintifan a un ennemi pas trop costaud dans son lieu, allez on va dire jusqu'à 3 points de vie, elle peut utiliser rituel de sang. Alors, s'il a 1 ou 2 points de vie, une copie de rituel de sang suffit, 3 ou 4 points de vie, il en faut 2, 5 ou 6, il en faut 3. Mais vous jouez la carte gratuitement, vous prenez pas d'attaque d'opportunité, vous piochez 2 cartes, peut-être que dans ces 2 cartes-là, il y a une nouvelle copie de rituel de sang, vous défaussez 2 cartes, les 2 cartes les moins intéressantes, vous dépensez 2 ressources et vous faites 2 dégâts directs. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de test, il n'y a pas besoin que l'ennemi soit non élite, voilà. Et si l'ennemi n'est pas vaincu, vous pouvez continuer si vous avez une autre copie de rituel de sang dans votre main. Voilà. À noter aussi, la carte a le trait sort. Il y a des ennemis, le plus type, celui que moi je garde toujours en tête parce qu'il est bien ennuyeux, c'est le poltergeist. Le poltergeist, il a des restrictions sur ce qui peut lui infliger des dégâts. Et dans la liste, il y a les sorts. Plutôt que de discuter avec le poltergeist pour alors je sais plus comment il s'appelle ça, l'exorciser, rituel de sang. Il n'y a pas de test à faire, c'est simplement, au lieu de faire 2 tests et prendre le risque d'échouer, vous jouez cette carte-là, vous dépensez 2 ressources, et ces 2 ressources, c'est équivalent à 2 actions, mais au moins, vous êtes sûr de réussir. Et éventuellement, si vous êtes en dèche de ressources, rituel de sang, c'est aussi de la génération de ressources. Potentiellement. Et en emplacement de main, il n'y a rien d'autre. Pourquoi ? Tout simplement, ce deck-là, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais ça me semble assez évident, on a plein de cartes en main, on pioche beaucoup, donc qu'au bout d'un moment, la défausse, on la remélange pour reformer un deck, et on va repiocher la faiblesse. Et du coup, de nouveau, on va avoir la faiblesse en main, on va devoir la jouer, et si on a déjà les 2 emplacements de main occupés, on va devoir défausser une carte. Le lexique occulte, si vous le défaussez, vous retirez de la partie tous les exemplaires du rituel de sang. Et une fois qu'ils ont été retirés de la partie, vu qu'ils ne sont plus dans la... on appelle ça la zone des cartes liées, vous ne pouvez plus les récupérer. Le lexique occulte, il ne doit surtout pas quitter le jeu. Du coup, moi dans mes decks Mintifan qui piochent très rapidement, je n'ai qu'un seul soutien qui occupe un emplacement de main, à savoir le lexique occulte. Comme ça,
aucun problème aucun risque de défausser un soutien qui occupe un emplacement de main. Dans les emplacements d'arcane, ah bah si, voilà, ça marche, cette vue-là. Sérum d'amplification des rêves, un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'arcane, objet science. Seul le premier exemplaire de chaque carte dans votre main compte dans le calcul de la taille limite de votre main. Réaction: après avoir pioché un autre exemplaire d'une carte que vous avez déjà en main, révélez les 2 exemplaires et inclinez le sérum d'amplification des rêves, piochez une carte. Normalement, la taille limite de main, c'est 8. Mais là, vous comptez, vous comptez le nombre de cartes différentes. Vous avez le droit à 8 cartes différentes en main. Potentiellement, vous pouvez avoir 16 cartes en main. Donc, on est toujours dans l'idée avoir plein de cartes en main pour avoir les bonnes cartes. Que je cherche un exemple, voilà, tenez, il y a 3 indices dans votre lieu. Vous avez 2 déductions en main, vous pouvez attribuer les 2 d'un coup. Grâce au sérum d'amplification des rêves, vous pouvez conserver longtemps ces 2 copies de déduction sans avoir au bout d'un moment vous dire « mince, j'ai 9 cartes en main, je dois défausser ». Et puis, réaction, après avoir pioché un autre exemplaire d'une carte que vous avez déjà en main, révélez les 2 exemplaires et inclinez le sérum d'amplification des rêves, piochez une carte, et tout simplement, ça vous permet potentiellement de piocher une carte de plus à chaque round. Encore une fois, on veut plein de cartes en main. À noter que dans ce deck, il y a plusieurs solutions de pioche. La première que j'ai mentionnée, c'est le rituel de sang. Pendant votre tour, vous jouez le rituel de sang, vous piochez les 2 cartes, et potentiellement, ça active le sérum d'amplification des rêves et vous piochez une carte. Sachant que le rituel de sang en lui-même vous a permis de sélectionner les cartes que vous vouliez garder en main par le fait de piocher 2 puis défausser 2, et vous avez, voilà, je sais pas comment appeler ça, du tri de cartes, et c'est la seule carte en emplacement d'arcane. En emplacement d'accessoires, je pense que c'est un classique, le totem macabre, il coûte 3, réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre, la carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétences de votre choix. La moitié du deck est constituée de cartes de compétences. Dans certains decks, pour réussir les tests, j'ai beaucoup de bonus passifs. Là, c'est pas du tout le cas. Voilà, je regarde rapidement. Mintifa n'a aucun bonus passif. Si elle n'attribue aucune carte à ses tests d'enquête, elle fait tous ses tests à intelligence 4. Ce qui sera pas suffisant pour tous les tests. Donc elle va attribuer des cartes. J'ai parlé du sérum, de l'esprit analytique. Attribuer exactement une carte permet de piocher. Donc, un test, un petit peu dur pour le faire sans bonus, elle attribue une carte, totem macabre ajoute un icône, esprit analytique fait piocher une carte en remplacement, et donc 4 de base plus l'icône de la carte, sinon on ne pourrait pas l'attribuer, plus l'icône rajoutée par totem macabre, vous faites votre enquête à 6 contre la valeur occulte du lieu. En standard, jusqu'à une valeur occulte de 4, ça va. Par contre, en expert, ça sera difficile. Mais bon. Oui, là, je l'ai pas précisé, c'est pas un deck, j'ai encore jamais essayé de jouer ce style de deck en expert. Et voilà, j'en ai 2 copies. En allié, pour commencer, l'assistante de laboratoire, elle coûte 2. Elle a 1 point de vie, 2 points de santé mentale. La taille limite de votre main est augmentée de 2. Réaction, après l'entrée en jeu de l'assistante de laboratoire, piochez 2 cartes. Donc non seulement elle vous permet de stocker plus de cartes en main, mais en plus, quand vous la jouez, elle vous permet de piocher 2 cartes. Quand je joue ce deck-là, en général, ma main de départ, au mulligan, je cherche à avoir une copie du sérum d'amplification des rêves et une copie de l'assistante de laboratoire. Comme ça, qu'est-ce que je fais ? Première action, je joue le sérum pour 3. D'accord, il se passe rien pour le moment. Deuxième action, je joue l'assistante de laboratoire. Immédiatement, je pioche 2 cartes. Si j'ai de la chance, une de ces cartes, je l'avais déjà en main. Grâce au sérum d'amplification des rêves, je pioche une 3e carte. Et la combinaison des 2 effets
passif des cartes, c'est que 1, ma taille de main passe à 10, et que deuxièmement, je ne compte que le premier exemplaire de chaque carte. C'est-à-dire que maintenant j'ai le droit à 10 cartes différentes et potentiellement un total de 20 cartes en main. Alors j'ai pas besoin d'avoir autant de cartes en main, hein. Mais voilà, c'est à mentionner. L'effet de la carte, c'est surtout la pioche au moment où ça arrive en jeu. Et puis bon, comme tous les alliés, ça permet d'encaisser un petit peu. Deuxième allié, le docteur William Temelson. Alors c'est un allié que je jouais très peu, et puis je l'ai vu dans un deck joué par Largo de la chaîne... j'ai toujours du mal avec le nom de sa chaîne. Arkham Aventure et le monde ludique, de mémoire. Alors je sais plus dans quelle campagne, mais c'est vrai qu'après avoir reconsidéré la carte, voilà, c'est un allié qui coûte seulement 1, c'est pas cher, 2 points de vie, et mine de rien 2 points de vie pour un allié chercheur, oui c'est 2 fois plus que la majorité, 2 points de santé mentale, donc déjà il va pouvoir encaisser un dégât et survivre, et réaction, quand vous piochez une carte rencontre du deck rencontre, inclinez le docteur William Temelson et placez un de vos indices sur votre lieu, annulez la pioche de cette carte et mélangez-la dans le deck rencontre. Ensuite, piochez une nouvelle carte du dessus du deck rencontre. Si vous piochez une carte, alors vous, ça concerne pas l'autre investigateur, si vous piochez une carte rencontre qui est trop pénible à ce moment-là, vous la remplacez. Si vous êtes vraiment pas chanceux, vous tombez sur la même. Alors, on pourrait me dire que on pourrait éventuellement tomber sur pire. Dans ce cas-là, c'est que vous avez mal évalué la dangerosité de votre carte rencontre. C'est vrai que les chercheurs ont aussi accès à la carte avertie. La carte avertie, un événement qui dit, voilà, pour 0, rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, placez un de vos indices sur votre lieu, ensuite annulez l'effet révélation de la carte traîtrise. Oui. Mais, voilà, donc, William Temelson, vous remplacez une carte rencontre par une autre, au lieu d'annuler complètement, sauf que vous pouvez, une fois que vous l'avez en jeu, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Si vous avez la carte, alors j'ai plus le nom en tête, c'est peut-être paralysé par la peur qui vous interdit de jouer des événements, vous pouvez quand même utiliser William Temelson. Il vous permet d'encaisser un petit peu, voilà. Et l'idée, c'est mauvais parce que au final on prend quand même une carte rencontre. Moi je trouve que dans ce jeu, ça arrive qu'il y ait des situations vraiment pourries, tout passe sauf une carte rencontre, on la pioche et on est dégoûté. Là, si vraiment on a de problème que sur une carte rencontre de tout le deck rencontre, ça vaut le coup de tenter sa chance. Pour moi, le meilleur exemple, ce sont les scénarios où il y a beaucoup d'ennemis cultistes. Les ennemis cultistes, tous ceux que j'ai en tête, ils interagissent avec les fatalités. L'acolyte, il entre en jeu avec une fatalité, le mage, à la fin de chaque phase de rencontre, on lui met une fatalité dessus, je crois que ce sont les chercheurs de Carcosa, ils vont transformer des indices en fatalité, si ma mémoire est bonne. Et dans la campagne de la civilisation oubliée, il y a des ennemis, quand on les attaque, on leur met des fatalités dessus. Bref, et dans ces scénarios-là, il y a souvent des cartes traîtrises qui rajoutent des fatalités sur les cultistes. Dans ces scénarios-là, il est possible qu'à un moment donné, vous ayez, 3 fatalités en jeu, ailleurs que sur l'intrigue. Si à ce moment-là vous piochez Antique Fléau, l'intrigue avance 4 rounds plus tôt. Là, payer un indice pour remplacer Antique Fléau par autre chose, ça vaut tout à fait le coup. Alors l'autre chose, ça sera peut-être main saisissante qui vous fera peut-être 3 dégâts parce que vous avez pioché un échec automatique, mais 3 dégâts, c'est moins pénalisant que perdre 4 rounds, par exemple. À noter, je reste sur mon exemple, si vous faites un échec automatique sur main saisissante, 2 des 3 dégâts peuvent aller sur le docteur William Temelson. Quant au fait de dépenser un indice,
Mintifan, c'est une chercheuse compétente, l'indice, elle pourra le récupérer, et on en reparlera dans le deck amélioré de ça. Et un dernier truc à dire... Voilà, je dis, elle est compétente, elle pourra récupérer l'indice. Au passage, on n'est pas forcément obligé de dépenser tous les de récupérer tous les indices. Il y a des scénarios avec plus d'indices que nécessaire. Il est possible, même si vous cherchez à avoir toute l'XP du scénario, que vous ayez vidé tous les lieux XP, et que vous soyez dans un lieu sans le mot clé, ou le trait, je sais plus, sans le trait. Non, le mot-clé, sans le mot-clé victoire. Du coup, si vous remettez un indice dessus, c'est pas gênant. Et l'indice, vous pouvez le laisser là. Bref, William T. Melson, c'est un petite assurance. Petite assurance contre ce que peut vous infliger de pire le deck de rencontre. Et bien évidemment, le but n'est pas de l'utiliser souvent. Si vous avez besoin de l'utiliser qu'une fois par scénario, c'est l'idéal. Et voilà, esprit analytique comme dernier soutien. Quand vous effectuez un test, vous n'attribuez qu'une carte compétence. Vous piochez une carte. Vous avez remplacé la carte compétence que vous avez utilisée. Encore une fois, si c'est une carte compétence si c'est une compétence basique, cran ou par exemple cran ou perception, et ben vous repiochez. Donc ça fait plus que se remplacer. Encore une fois, avec le sérum d'amplification des rêves, la carte que vous piochez peut-être activer le sérum et vous faire repiocher. Mais on note qu'entre le sérum et esprit analytique, vous pouvez espérer piocher jusqu'à 3 cartes par round. Et de façon régulière. Alors, esprit analytique, carte en seulement un exemplaire, mais, vous piochez beaucoup, vous finirez par la piocher. Alors les événements, il n'y en a pas beaucoup. Écrit cryptique, ça coûte 0, 2 icônes d'intelligence, c'est toujours ça à prendre, gagner de ressources, réaction, après avoir pioché les écrits cryptiques lors de votre tour, jouez-les. Pour moi, le gain de ressources classique d'un deck chercheur, c'est élucider l'affaire. Un investigateur dans votre lieu trouve le dernier indice, vous jouez élucider l'affaire, vous répartissez entre les investigateurs dans le lieu autant de ressources que la valeur occulte du lieu. Certes, sauf que là on est dans un deck qui pioche, et notamment qui pioche pendant votre tour, que ça soit par le rituel de sang, par le sérum d'amplification des rêves, par l'esprit analytique. Voilà, donc pendant votre tour, à un moment donné, vous piochez écrit cryptique, vous le jouez immédiatement, ça vous fait 2 ressources. Pour 0 action, 2 ressources. La planque, c'est pour une action, 3 ressources. Le bénéfice en équivalent action gagnée est le même, dans les 2 cas, c'est 2. Sauf que là, il n'y a pas à jouer la carte si vous la piochez pendant votre tour. Et éventuellement, il est possible, et évidemment je n'ai plus la carte sous les yeux, mais il est possible que le rituel, pendant votre tour, vous jouez rituel de sang, vous piochez 2 cartes, dans les 2 cartes, il y a écrit cryptique, vous le jouez, ça vous fournit 2 ressources, et maintenant vous avez les 2 ressources vous avez les 2 ressources pour infliger 2 dégâts avec rituel de sang. Ou pour jouer une autre copie de rituel de sang. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère, dans les decks qui piochent beaucoup, je préfère écrit cryptique à élucider l'affaire. Même si élucider l'affaire, vu que c'est la valeur occulte du lieu, ça peut vous permettre d'atteindre 4, 5, 6 ressources, et en plus vous pouvez en profiter pour en donner à votre binôme. Deuxième événement, la perfection vient de l'entraînement, ça coûte 1. Rapide à jouer lors d'un test de compétence dans votre lieu. Cherchez une compétence entraînée parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et attribuez-la à ce test si possible. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Après la fin de ce test, en cas de réussite, ajoutez cette compétence à votre main au lieu de la défausser. Alors bon, déjà on va commencer par regarder les compétences entraînées. Il n'y en a pas tant que ça au final. Il y a déduction en 2 exemplaires, perception en 2 exemplaires et c'est tout. Bon, c'est maigre. En général, alors là le deck je l'ai fait à la va-vite. Si je me creusais la tête un petit peu plus longtemps, peut-être que je remplacerais cette carte. Mais là,
Alors cette carte-là, elle exige donc bien évidemment de bien connaître son deck. Vous savez que cette carte-là, elle peut cibler vos 2 copies de déduction, vos 2 copies de perception. Vous regardez si vous les avez en main, vous regardez si c'est dans la défausse, vous regardez le nombre de cartes qui vous restent dans votre deck, et vous voyez si c'est utile ou pas de le piocher. Idéalement, vous jouez cette carte, bien évidemment, que si vous êtes quasiment sûr de l'obtenir. Donc vous allez chercher parmi les 9 cartes du dessus de votre deck. Comme vous n'avez pas joué la carte à la légère, vous trouvez une compétence entraînée. Déjà, elle est attribuée au test. Donc vous boostez votre compétence, vous boostez votre compétence, vous augmentez vos chances de réussite. Et en plus, si vous réussissez le test, la compétence est ajoutée à votre main et pas défaussée. Donc, c'est encore une façon, on va dire, c'est une façon de piocher. Vu qu'à la fin du test, vous avez une carte en plus dans votre main. Si c'est perception, comme vous avez réussi le test, vous piochez une carte. Par contre, attention à la façon dont c'est écrit après la fin de ce test, ajoutez à votre main. Il n'y a pas marqué piocher, donc ça n'active pas le sérum d'amplification des rêves. C'est pas une pioche, c'est un ajout à la main. Et comme la carte est dans votre main, vous pourrez la rejouer. C'est un petit peu comme gonfler artificiellement le nombre d'utilisations de vos cartes compétences par cycle de deck. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette carte. Et en un seul exemplaire, raisonnement logique. Ça coûte 2. À jouer uniquement si vous possédez au moins un indice. Choisissez un investigateur dans votre lieu, soit cet investigateur soigne 2 horreurs, soit il défausse une carte terreur de sa zone de menace. Alors, avoir un indice, vous êtes l'enquêteur, ça devrait pas poser de problème. 2 icônes de volonté, ça peut être intéressant en dernier recours. Et moi, cette carte, je l'aime bien, j'aime bien la mettre dans mes decks chercheurs duo, parce que c'est du soin d'horreur. Quand je fais un duo, en général, j'ai un enquêteur pur, qui a une assez bonne volonté, la plupart du temps, sauf si c'est un truand, et un combattant pur, qui n'a pas forcément une très bonne volonté, et qui, en tout cas, a priori une faible santé mentale. Parfois il a volonté faible et faible santé mentale. Donc la perspective de lui soigner 2 horreurs, c'est toujours intéressant. Ou alors défausser une carte terreur, alors je les connais pas par cœur, mais il y a certaines cartes rencontres qu'on garde dans la zone de menace qui sont très pénalisantes. Du style, si vous vous déplacez pas, prenez 2 horreurs, vous ne pouvez pas jouer ce type de carte là, ce type d'action vous coûte une action de plus, etc., etc. Ça peut être très handicapant. Et là, chaque fois que vous faites le tour de votre deck, vous repiochez cette carte, vous pouvez la rejouer pour un petit peu de soin. Ou, encore une fois, défausser une carte rencontre. Voilà, donc tout ça, c'est 14 cartes sur les 30, et maintenant les 16 compétences, le cœur du deck. La première, courage inattendu. Courage inattendu, je la joue assez peu, parce que certes, elle donne un +2, enfin c'est 2 icônes libres, donc c'est un +2 à n'importe quel test, mais moi j'aime bien que mes compétences m'apportent quelque chose en plus du bonus. Là ça m'apporte rien, simplement un +2. Par contre je mets dans le deck Mintifan, parce que, encore une fois, Mintifan, elle peut rajouter une icône libre, le totem macabre ça peut rajouter une icône libre, donc courage inattendu, dans le deck c'est plutôt du +3 au test de mon choix, sans condition autre que n'attribuer qu'un seul exemplaire de courage inattendu. Donc voilà, un gros bonus au test de mon choix. Ensuite, cran. Cran classique, peut-être plutôt pour l'autre investigateur. Mettons que je joue en binôme avec Mark Harrigan. Alors je crois qu'il a 3 de volonté, il a 5 de santé mentale, mais il a une faiblesse qui fait qu'on évite de lui mettre des horreurs. Et là, voilà, ça fait partie des compétences basiques, donc si je réussis le test, si le test est réussi, par moi ou par mon binôme, je pioche une carte. Donc je remplace la carte attribuée. Curiosité, un icône de volonté, un icône d'intelligence, tant que vous avez au moins 4 cartes en main, curiosité gagne un icône de chaque, tant que vous avez au moins 7 cartes en main, curiosité gagne 2 icônes de chaque à la place.
Vu le style de deck, à moins d'une catastrophe, j'ai 8 cartes en main. Donc quand j'attribue ça, il me reste 7 cartes en main. Du coup, curiosité, je pars du principe qu'au moment où je l'attribue, il y a 3 icônes de volonté et 3 icônes d'intelligence. Avec Mintifan, je peux rajouter un 7ème icône, un icône libre, donc un bonus de 4 en volonté ou de 4 en intelligence. Et avec Totem Macabre, éventuellement un autre pour faire 1+5 en volonté ou 1+5 en intelligence. Dans ce style de deck, c'est génial. Encore une fois, pas de condition d'utilisation. C'est simplement que si vous avez dû défausser beaucoup de cartes que vous aviez, le bonus est faible. Déduction, le classique. Et encore une fois, dans ce style de deck, vous mettez plus d'icônes, donc vous augmentez vos chances de trouver le deuxième indice. Saltra entraîné, c'est une cible de la perfection vient de l'entraînement. Du coup, mettons que vous êtes dans un lieu qui a 4 indices. Un lieu, 2 indices par investigateur, ça c'est classique. Premier test, vous jouez la perfection vient de l'entraînement, vous consultez les 9 premières cartes de votre deck, il y a déduction. Vous l'attribuez. 4 de base plus l'icône de déduction, ça fait 5. La capacité de Mintifan, ça fait 6. Mettons que le lieu a une valeur occulte de 3, vous êtes à 6 contre 3. Si vous piochez ni le -4 ni l'échec automatique, c'est réussi. Vous prenez vos 2 indices. Comme vous avez réussi, vous ramenez la carte dans votre main. Avec Esprit Analytique, vous aviez pioché une carte. Maintenant, deuxième action, vous attribuez déduction. Avec Totem Macabre, vous ajoutez un indice. De nouveau, vous enquêtez à 6 contre 3. Vous avez toutes les chances de réussir. Vous prenez les 2 indices restants. Et là, vous défaussez déduction. Voilà, très efficace. Dégourdi. Alors dégourdi, là, je vais déjà la lire. Icône d'intelligence, de force et d'agilité. Donc c'est assez versatile, il manque que la volonté. Si ce test de compétence est réussi, choisissez dans votre pile de défausse une carte qui ne s'intitule pas dégourdi, ajoutez la carte choisie à votre main. Il n'y en a pas dans le deck. En début de campagne, dégourdi ne vous sert à rien, à part à attribuer un icône. Mais on verra dans le deck à 35 XP pourquoi la carte m'intéresse quand même. Voilà, donc dans le deck de Mintifan, c'est plus d'en intelligence, ou plus d'en force, ou plus d'en agilité. C'est versatile, mais ça prend tout son intérêt plus tard. Esprit curieux, 3 icônes libres, à attribuer un test de compétence uniquement s'il y a un indice dans votre lieu. Alors, la condition d'utilisation, c'est un pari. Moi, ça m'arrivait plus d'une fois de l'avoir en main et de pas pouvoir la jouer, faute d'indice, mais généralement, quand il y a plus d'indices dans un lieu, vu que vous êtes l'enquêteur, vous sortez du lieu. Dans ce deck-là, il y a William Temelson qui met des indices sur les lieux. Donc éventuellement, je reprends l'indice. J'arrive plus à parler. Je reprends l'exemple tout à l'heure. Vous piochez Antique Fléau, ça vous convient pas, vous placez un indice sur votre lieu, vous mélangez Antique Fléau dans le deck de rencontre, vous piochez une carte. C'est une carte de rencontre qui vous demande de faire un test, de volonté 4. Vous avez 4. Vous attribuez Esprit Curieux vu qu'il y a un indice dans votre lieu, grâce à William Temelson. Et voilà, vous faites votre test à 7 contre 4. De grandes chances de réussir, 85% de chances de réussite, quelque chose comme ça. Et c'est mieux que l'Antique Fléau. Perception, le classique, pareil, en cas de réussite, piocher une carte. Donc la carte, elle se remplace, en plus de tous les effets de pioche. Ça contribue à piocher très rapidement le deck. Et enfin, pour finir, réelle compréhension. Un icône libre, à attribuer uniquement un test de compétence d'une capacité imprimée sur une carte scénario. En cas de réussite, découvre un indice dans votre lieu. Alors les cartes scénario, c'est... j'ai envie de dire, ce sont toutes les cartes du scénario. Donc, une carte du deck acte, une carte du deck intrigue, une carte du deck de rencontre, une carte du deck d'exploration, une carte, un lieu. Enfin voilà, c'est... je crois qu'on peut résumer en disant c'est tout, sauf les cartes joueurs. Donc voilà, vous avez un test à faire.
du style quand vous entrez dans ce lieu, faites un test de volonté, ou alors, je sais pas, enquêtez de points, faites un test d'intelligence de difficulté 3 en cas de réussite, blablabla. Bref, tous ces tests-là, vous attribuez ça, vous vous donnez certes que +1, et Mintifan ensuite derrière elle rajoute des icônes libres ou elle rajoute des cartes de compétences si elle fait le test. Si c'est l'autre investigateur qui fait le test, elle va pas pouvoir lui attribuer une deuxième carte compétence, mais si le test est réussi, déjà le test est réussi, ça va peut-être vous permettre de sortir du lieu ou de ne pas prendre de dégâts ou je sais pas moi, de passer l'acte, et en plus un indice. Donc ça vous économise une enquête. C'est toujours ça de prix. Voilà, donc ça c'est le deck à 0 XP pour ce que j'ai dit par fragment, voilà, pour réussir les tests. Moi je considère que par round, un investigateur il fait 2 ou 3 tests. Éventuellement un test pendant la phase de mythe, probablement 2 tests pendant ses actions, là pour Mintifan ça sera 2 enquêtes. Donc voilà, 2 ou 3 selon ce qui se passe pendant la phase de mythe. Et éventuellement, de temps en temps, vous avez une carte rencontre qui est dans vos zones de menace, qui va vous demander de faire des tests jusqu'à réussir, par exemple. Mintifan, elle a sa capacité à elle pour rajouter un icône. Donc sur les 3 actions, à une action, elle pourra rajouter un icône libre à la carte qu'elle attribue. À une autre action, elle utilisera le totem macabre. Et si elle fait un troisième test, là pour le coup, ce test, elle ne pourra pas rajouter d'icône sur la carte attribuée. Sauf que, mettons, premier test, pendant la phase de mythe, elle a un reste pourrissant. Elle prend pas de risque, elle attribue cran. Elle fait le test à 6. Comme elle attribue une seule carte, elle utilise esprit analytique, elle pioche une carte. Une chance sur 2 que ça soit une compétence, vu le nombre de cartes, vu la répartition des cartes dans le deck. Si le test est réussi, elle pioche une carte grâce à l'effet de cran. Premier test, pendant la phase d'investigation, elle utilise le totem macabre pour mettre un +1, donc intelligence 4 de base, plus au moins une icône sur la compétence attribuée, plus probablement 2, plus l'icône, l'icône apportée par le totem macabre, donc elle teste à 6 ou 7 contre la valeur occulte. Si c'est un perception que le test est réussi, elle pioche une carte. Chaque fois qu'elle pioche, elle a des chances d'activer le sérum d'amplification des rêves pour encore piocher. Si elle pioche le -4 ou l'échec automatique, ou si vous testez ce deck dans un mode de difficulté plus élevé, un -5, un -6, -7, voire -8, normalement elle pioche tellement que perdre sur un test, une copie de perception et une copie de déduction, ça vous gêne pas. De toute façon, tous les investigateurs, à un moment ou à un autre, ratent un test, mais je pense que le deck est assez robuste. Alors, si on considère un petit peu tous les graphes, alors vous voyez les icônes, au total 19 icônes d'intelligence, c'est ce qu'il y a en plus grand nombre. Plein d'icônes aussi de volonté. Donc même, imaginons vous êtes en binôme avec Tony Morgan, qui je crois n'a qu'un de volonté, vous aurez quand même des icônes à lui filer. Je sais pas, vous lui attribuez curiosité, il y a 3 icônes, vous rajoutez un icône, lui il s'attribue cran, il fait son test à 7 en volonté contre la difficulté du test. Et autant d'icônes libres que d'icônes de volonté. Donc voilà, on devrait pouvoir booster beaucoup de tests. Niveau coût des cartes, 2 cartes qui coûtent 0, 4 cartes qui coûtent 1, 4 cartes qui coûtent 2, 5 cartes qui coûtent 3. Mais concrètement, si on regarde, le roi en jaune, il coûte rien, quand on le pioche on doit le poser. Le lexique occulte, ça coûte 2, mais on le pose une seule fois. Sérum d'amplification des rêves, vous en posez un pour 3, et puis le deuxième, si vous l'avez en main, vous l'attribuez à un test. Totem macabre, vous pouvez en poser qu'un.
Assistant de laboratoire, sans charisme, vous allez... Alors, si vous n'avez plus d'alliés, vous pouvez en jouer une. Voilà, en début de campagne, c'est plutôt pour le démarrage. Encore une fois, première action, sérum d'amplification des rêves, deuxième action, assistante de laboratoire. Et ensuite, les 2 premières horreurs partent sur elle. Ou le premier dé... Enfin non, peut-être pas le premier dégât, parce que l'idéal, ça serait qu'elle arrive à absorber en même temps dégâts et horreurs. Mais en tout cas, elle fera tampon assez vite, vu qu'elle n'a pas d'effet persistant. William Temelson, il coûte qu'un, évidemment, vous pouvez pas en avoir 2 en jeu. Et esprit analytique, ça coûte 3. Du coup, ça fait lexique occulte 2, plus le sérum, ça fait 5, totem 8, assistant 10, William Temelson 11, esprit analytique 14. 14 ressources pour jouer tous les soutiens. Les événements, écrit cryptique, ça vous coûte 0, ça vous ramène 2 ressources. La perfection via l'entraînement, ça vous coûte 1. Raisonnement logique, ça vous coûte 2. Donc là, les soutiens, voilà, les soutiens, 14. Les événements, écrit cryptique, normalement, ça vous rapporte 4 ressources, et les 2 autres vous coûtent 4. Enfin, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, les soutiens, a priori, vous les jouez une fois, point. Donc, vous dépensez 14. Tout ce qui est événement, ces 5 là, et également les 3 copies d'écrit cryptique, et là par contre vous pourrez potentiellement les jouer à chaque cycle de deck. Chaque fois que vous avez fini de piocher votre deck, que vous remélangez votre défausse, vous les repiocherez. Les 2 copies d'écrit cryptique, ça vous rapporte 4. La perfection via de l'entraînement, ça vous coûte 2. Raisonnement logique, ça vous coûte 2. Bilan 0. Et ensuite, vous avez les 3 copies de rituel de sang. Si vous les utilisez les 3 pour faire le max de dégâts, ça vous coûtera 6. Si vous les utilisez... Enfin, si vous n'avez pas besoin de faire autant de dégâts, ça pourra aussi rapporter des ressources. Si à 3 reprises vous voulez tuer un rat, à chaque fois, vous défaussez une première carte pour une ressource, puis vous utilisez la ressource pour tuer le rat. Et le bilan sur la copie de rituel de sang est de 0 ressources. Donc un deck qui coûte pas grand chose. Voilà, je pense pas qu'il y ait autre chose à dire. Maintenant, le deck a 35 XP. Alors là j'ai pris 35 XP de façon un peu arbitraire. Si vous jouez la campagne de la zélatrice, 35 XP c'est beaucoup trop. En 3 scénarios, enfin plutôt en 2 résolutions de scénario, vous aurez pas ça. Dunwich, j'y ai plus joué depuis très longtemps, mais moi quand je joue Dunwich, je tape plutôt sur 19 XP. Mais je sais pas. Alors Carcosa, en général, je m'attends pas à gagner plus de 30 XP, et souvent je gagne moins. Par contre, à partir de la civilisation oubliée, 35 XP, ça se fait sans problème. Si vous avancez un peu dans la campagne, bien sûr. Le cercle brisé, je crois que j'ai déjà gagné 40 XP, ou peut-être même 42. Et les campagnes suivantes, je les ai pas encore faites. Donc 35 XP, c'est pour que le deck soit... Comment dire ? Disons que ce deck-là, je pense qu'il convient pour toutes les campagnes à partir de Carcosa. Alors, passons un peu en revue. Dans les soutiens, qu'est-ce qui a changé ? Le sérum d'amplification des rêves, on n'en garde qu'un. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a besoin que d'un. Évidemment, si on a les 2 en jeu, on peut piocher encore plus rapidement, mais je pense pas que ça soit nécessaire. Un seul. Totem macabre, on améliore les 2 au niveau 3. Qu'est-ce que ça change ? Cette partie-là, si le test est réussi, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte, et voilà, encore de la pioche. Donc, si je prends dans l'ordre des cartes, voilà. Lexique occulte, ça file les 3 copies de rituel de sang qui font piocher. Sérum d'amplification des rêves, ça fait piocher. Totem macabre, ça fait piocher. Esprit analytique, ça fait piocher. Certaines compétences font piocher. Donc vous piochez en permanence. Et vous avez toujours la carte que vous voulez. À moins d'un gros coup de pas de chance. Ah oui, et je l'ai pas précisé plus tôt. Évidemment, si vous avez la faiblesse de base qui dit défausser toutes les cartes de votre main, le principe de base de votre deck est
complètement contré. Du coup, moi, quand je joue un deck main pleine, voilà, qui pioche plein de cartes pour les conserver en main, quand je pioche ma faiblesse de base, si j'ai cette faiblesse de base là, je la remplace par une autre parce que chacun joue au jeu comme il le souhaite, bien sûr, mais moi, ça ne m'amuse pas d'avoir une carte qui ruine complètement le principe de mon deck. Si dans ce deck-là, j'ai une faiblesse qui me dit à la fin de votre tour, subissez un dégât direct et dépensez 2 actions pour défausser la carte, je me dis, si je défausse la carte, je la repiocherai et de nouveau, j'aurai cette source de dégâts directs, mais je me dis, tant pis, je la défausse quand la défausse est vide, comme ça elle mettra du temps à revenir dans mon deck, je mettrai du temps pour la repiocher, et si tout se passe bien, j'aurai pas à m'en occuper trop fréquemment. Si ma faiblesse de base c'est un ennemi, je vais essayer de m'en débrouiller avec Rituel de sang. Si c'est la faiblesse condamnée, c'est pareil, comme j'ai un deck qui pioche super vite, une carte qui me dit quand vous la piochez, vous vous rapprochez de la fin de la campagne, ça m'intéresse pas. Voilà. Il y a certaines cartes qui annihilent le principe du deck, je les remplace, et toutes les autres je me dis je fais avec, c'est comme ça que marche le jeu. William T. Melson, j'en garde qu'un. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est unique, de toute façon je peux pas en jouer 2. Comme je pioche rapidement, il va arriver un moment où j'aurai les 2 dans ma main, ou alors un en jeu, un dans ma main, et le deuxième exemplaire, je pourrais m'en servir que pour l'attribuer un test. Donc c'est pas très intéressant. Permanent, un charisme pour avoir mes 2 alliés en même temps, pourquoi pas en tant qu'affaire. Chasseur de reliques pour avoir mes 2 totems macabres en même temps. Du coup, premier test, Mintifan ajoute un icône libre. Deuxième test, c'est le premier totem macabre. Troisième test, c'est le deuxième totem macabre. Et du coup, alors si on reste sur les tests d'intelligence et de volonté, comme à chaque fois on ajoute un icône libre, à condition bien sûr d'attribuer une compétence, c'est-à-dire qu'on fait le test à 5, plus les icônes imprimées sur la carte. Plus les icônes propres à la carte. Et enfin 2 copies de studieux. Alors, studieux, permanent, vous débutez chaque partie avec une carte supplémentaire dans votre main de départ. Vous voulez avoir plein de cartes en main, cette carte-là, quand vous l'avez en double, elle vous permet de commencer chaque partie avec 7 cartes en main, au lieu de 5. Vous voulez plein de cartes en main, vous en avez déjà 2 de plus. Plus de chances d'avoir les cartes qui vous intéressent à l'issue du mulligan, plus de chances de jouer directement sérum d'amplification des rêves, puis assistante de laboratoire, plus de chances d'avoir déjà un exemplaire de la carte quand vous piochez une carte, etc., etc. Donc les 2 x 3 XP sont mérités. En événement, on rajoute un décrypter la réalité. Événement de niveau 5 qui coûte 4. Alors 2 icônes d'intelligence et un icône de volonté, mais à 5 XP la carte, je veux la jouer, pas l'attribuer. Enquêter, la difficulté de ce test de compétence est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu. En cas de réussite, découvrez un indice de chaque lieu révélé en jeu. Alors c'est clarifié sur la page de la carte, il faut résoudre. Première phrase, enquêter. Vous faites une enquête, si c'est réussi, c'est pas comme ça que je vais formuler. Voilà. C'est cette carte-là, quand vous la jouez, c'est une action enquêtée. Voilà, première chose. Ensuite, on vous précise que la difficulté du test est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu, pas forcément par la valeur occulte de votre lieu. Vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 3, en jeu il y a un lieu qui a une valeur occulte de 4, et la difficulté c'est 4. En cas de réussite, découvrez un indice de chaque lieu révélé en jeu. Il n'y a pas marqué que ça à la place, c'est un effet additionnel. Autrement dit, vous faites votre enquête, si vous réussissez, comme vous avez réussi une enquête, vous prenez un indice dans votre lieu, et comme vous êtes dans un cas de réussite, vous découvrez un indice de chaque lieu en jeu, y compris le vôtre. Ou dit autrement, en cas de réussite, vous prenez 2 indices dans votre lieu, et un indice dans chacun des autres lieux révélés. Rappel, dans le deck on a William T. Melson. Quand vous piochez des cartes rencontres qui sont trop gênantes, vous laissez un indice sur votre lieu pour remplacer la carte rencontre.
Éventuellement, si vous êtes un petit peu pressé, si vous voulez pas trop tarder, vous sortez du lieu sans essayer de récupérer l'indice, et à un moment donné, vous pouvez jouer décrypter la réalité pour récupérer tous ces indices que vous avez laissés derrière. 4 sources, c'est un peu cher. Mais, écrit cryptique, on le passe au niveau 2. Maintenant, ça rapporte plus 2 ressources, mais 3, et 4 ressources si on a 10 cartes en main. 10 cartes en main, c'est un objectif, c'est un objectif tout à fait réaliste pour le deck. Vous avez 10 cartes en main, vous piochez écrit cryptique, vous le jouez, vous le piochez comme 11e carte, vous le jouez, il vous reste toujours 10 cartes en main, voilà 4 ressources. Et si je refais mon calcul de tout à l'heure... Alors, et oui, par contre, la perfection vient de l'entraînement, on n'en garde plus qu'un. Si je fais le même raisonnement que tout à l'heure, lexique occulte 2, sérum, on en est à 5, totem macabre, ce coup-ci on joue les 2. Donc on est à 11. Assistante de laboratoire 13, Temelson 14, esprit analytique 17. 17 ressources pour mettre tous les soutiens qu'on veut en jeu. Et par cycle de deck, décrypter la réalité 4, écrit cryptique idéalement, à chaque fois ça rapporte 4 ressources. Donc pour le moment on en est à un gain de 4. La perfection vient de l'entraînement -1. -1, on paie 1 de plus. Et raisonnement logique, on paie 2. Du coup, sur ces 5 événements-là, on est à un gain d'une ressource par rotation de deck. Et ensuite, encore une fois, faut voir ce qu'on fait des 3 rituels de sang. Mais je pense que l'amélioration d'écrit cryptique permet sans problème de compenser, décrypter la réalité, d'autant plus que avec les effets de pioche additionnels, les cycles de deck se font plus vite, donc il est possible que pendant votre premier cycle de deck, vous n'utilisiez qu'une partie des rituels de sang pour faire des dégâts. Et dans ce cas-là, si vous voyez que vous allez bientôt remélanger votre défausse, vous pouvez dire, tant qu'à faire, j'utilise rituel de sang pour générer un petit peu de ressources, pour avoir de la marge. Compétences, qu'est-ce qui change ? Perception, on le passe au niveau 2. Il y a un icône d'intelligence de plus. Donc maintenant, dans ce deck-là, ça commence à faire un gros boost. 4 de base, les 3 icônes de la compétence. La capacité de Mintifan, vous arrivez à 8. Effet du totem macabre, vous arrivez à 9. Et au passage, je vérifie, mais après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, voilà, il n'y a pas de restriction spécifique. Vous pouvez utiliser les 2 totems macabres sur la même carte. Et aussi, en cas de réussite piocher une carte, ça reste la même chose. 2 cartes à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Réussir de 2 ou plus, ça devrait pas poser de problème. Et encore une fois, c'est de la pioche. La carte de niveau 0, elle se remplace. Avec esprit analytique, vous attribuez une carte, si vous réussissez, vous piochez 2 cartes. Là, potentiellement, vous attribuez une carte, avec esprit analytique, immédiatement, vous piochez une carte, vous réussissez de 2, vous piochez 2 cartes. Donc vous avez attribué une carte, puis vous en avez pioché 3. Donc ça démultiplie l'effet de pioche. Et regard acéré. Alors, c'est une compétence de niveau 1, un icône d'intelligence, un max attribué par test de compétence. Tant que regard acéré attribué lors d'une action enquêtée basique, elle gagne 2 icônes d'intelligence et le texte. En cas de réussite à ce test avec une différence de 2 ou plus, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Mintifan, elle n'a aucune carte... Elle a uniquement décrypté la réalité qui fait faire des enquêtes non basiques. Sinon, tout le reste sont des enquêtes basiques. Elle n'a pas, par exemple, de lampe torche. Donc elle fait une enquête basique. Elle a 4 d'intelligence. Regard acéré lui donne un +1, elle a 5. Comme c'est une enquête basique, encore 2. Elle est à 7. Et maintenant, il faut qu'elle réussisse de 2. Alors, il faut qu'elle réussisse de 2. Si on est en standard, on s'attend à piocher un -2. Si on est plus loin dans la campagne, on va peut-être s'attendre plutôt à un -3, voire un -4.
Donc vous voulez réussir de 2 et vous attendez à un -2 ou pire, allez mettons un -3, vous devez vous mettre à 5 au-dessus de la difficulté. Mais, ben voilà, vous pouvez utiliser la capacité de Mintifan pour ajouter un icône, vous pouvez utiliser le totem macabre, vous pouvez attribuer une autre carte de compétence, typiquement déduction. Si vous réussissez de 2, vous avez 2 indices en une action. Si vous avez attribué également déduction, vous avez 3 indices en une action. Et c'est la deuxième carte survivante du deck, maintenant dégourdie à une utilité. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une enquête avec regard acéré. Que l'enquête soit réussie ou ratée, regard acéré est dans votre défausse. Maintenant vous vous attribuez dégourdi à un test d'intelligence, de force ou d'agilité. Si le test est réussi, vous allez récupérer une copie de regard acéré dans votre défausse. Et quand vous faites vos tests avec regard acéré, vous boostez peut-être un peu, pas peut-être, même sûr, vous boostez d'au moins 2 de plus, et si tout se passe bien, chaque cycle de deck, chaque rotation de deck, chaque fois que vous remélangez votre défausse, vous savez que dans votre nouvelle pioche, vous avez les 2 copies de regard acéré, les 2 copies de dégourdi, donc 4 occasions de trouver 2 indices en une enquête. Ajoutez aux 2 copies de déduction qui vous permettent également de trouver 2 indices en une enquête. Donc par cycle de deck, vous avez 6 fois une enquête à 2 indices d'un coup. Je pense qu'en duo, c'est bien. Et voilà pour le contenu du deck. Alors les améliorations. Voilà, les améliorations du deck, dans quel ordre moi je vois les améliorations ? Eh ben pour moi, en premier, Studieux. Pourquoi ? Studieux, c'est vous débuter chaque partie, tant qu'à faire, pour rentabiliser les 3 XP, il faut l'utiliser sur plus de parties. Donc dès que vous avez 6 XP, les 2 copies de Studieux. Sachant qu'à partir de Carcosa, sauf peut-être avec le retour de Carcosa, moi je pense que 6 XP, alors pardon, quand je dis à partir de Carcosa, ça veut dire Carcosa, éventuellement, pas aussi sûr, mais éventuellement le renouveau de Carcosa, ça veut dire aussi la civilisation oubliée, le renouveau de la civilisation oubliée, je pense, mais j'y ai peu joué, le cercle brisé, d'après ce que j'en ai entendu dire également, les dévoreurs de rêves, pour Innsmouth, je sais pas, je verrai, mais voilà, pour ces campagnes-là, je pense que 6 XP lors du premier scénario, ça se fait sans trop de problèmes. Surtout si vous avez un binôme qui a de quoi vous faire gagner de l'XP. C'est-à-dire soit il joue creuser trop profondément, soit c'est William Yorick et il a joué enterrer-les profondément. Donc voilà, à la fin du premier scénario, vos 2 copies de Studieux, maintenant vous commencez la partie avec 7 cartes en main. Deuxième chose, vous améliorez un totem macabre au niveau 3 pour piocher quand vous réussissez le test, auquel vous avez mis un +1. Ensuite, le charisme, pour avoir vos 2 alliés en jeu, ce qui vous permet d'encaisser un peu plus de dégâts d'horreur. Puis écrit cryptique, parce que c'est toujours bête d'avoir rituel de sang en main, mais de ne plus avoir de ressources pour les jouer. Le sérum d'amplification des rêves, je joue jamais le 2e exemplaire, donc maintenant on le remplace par décrypter la réalité. On va décrypter la réalité, ah oui je disais, une fois qu'on a amélioré complètement le deck, on a 4 utilisations de regard acéré et 2 utilisations de déduction par cycle de deck pour trouver plusieurs indices d'un coup, mais on a aussi décrypté la réalité qui peut permettre de trouver 2, 3, 5 indices en une action. Ensuite, perception qui passe au niveau 2. Alors moi, en général, les améliorations de compétences basiques, je les fais en tout dernier, parce que je trouve que ce petit bonus de +1 et cet éventuel bonus de pioche, c'est pas intéressant. Mais là, la pioche, c'est tout dans le deck, donc la possibilité de pioche supplémentaire, normalement, sauf si on a pioché l'échec automatique, et peut-être éventuellement le -4, c'est une très forte probabilité.
Donc c'est de l'expérience bien rentable. Regard acéré, voilà, donc je retire une copie de William Temelson, vu qu'il est unique. Une copie de La perfection vient de l'entraînement, parce qu'après tout je n'ai que 4 cibles. Et même éventuellement La perfection vient de l'entraînement, vous pourriez le remplacer par un sort de combat. Enfin pardon, par un événement de combat. Soit j'ai un plan, soit la carte qu'il y a dans le deck préconstruit d'Harvey Walters. Voilà, je rentre regard acéré. Alors bon, regard acéré, 1 XP chacun. Si, après avoir amélioré écrit cryptique, il vous reste 2 XP, plutôt que de garder les 2 XP et espérer à la fin du scénario d'après mettre décrypter la réalité, vous pouvez, rentrer regard acéré à ce moment-là. À voir en fonction de chaque campagne comment on le sent. Totem macabre, le deuxième qui passe au niveau 3, parce que bon, il n'y a pas besoin non plus de surbooster chaque test, à moins de jouer en difficile ou en expert. Et chasseur de reliques, ça ne sert que si on a 2 totems macabres améliorés. Quand on a amélioré un seul totem macabre, l'exemplaire non amélioré, comme il a une icône de dextérité, si on a l'occasion de l'attribuer à quelque chose, on l'attribue. Sinon, ça sera une carte qu'on défaussera, par exemple, pour l'utilisation de rituels de sang. Si vous dépassez les 35 XP, on peut envisager d'améliorer le courage inattendu au niveau 2. Ça booste pas la carte en elle-même, mais ça fait que si on échoue au test, on reprend la carte en main. Voilà, je vois ça. En cas d'échec à ce test, renvoyez courage inattendu dans votre main. Alors moi je dis souvent, Mintifan, dans ces decks, je ne mets pas de copie de chanceux. Pourquoi ? Parce que j'ai un deck où toutes les cartes doivent servir à réussir. Donc normalement je mets pas de cartes qui me disent en cas d'échec. Mais là, c'est un peu particulier parce que c'est une carte compétence. Les cartes compétences dans ce deck-là ont une grande valeur. Et courage inattendu amélioré, moi je le vois plutôt comme la carte à attribuer au binôme. Je reviens sur l'exemple de Tony Morgan. S'il a dans sa zone de menace une carte qui demande de faire des tests de volonté, comme il part de 1, il risque d'échouer. Donc il fait le test une première fois, vous lui attribuez courage inattendu, avec totem macabre vous rajoutez un icône, lui de son côté mettons il joue un cran, vous utilisez la capacité de mine pour lui rajouter un icône, donc il a 1 de base, les 3 de son cran, les 3 de courage inattendu, il fait le test à 7 contre 3, et si là il pioche un échec automatique, vous voulez récupérer le courage inattendu pour le réattribuer lors de sa deuxième tentative. Mais c'est pas prioritaire, ça c'est si vous... si vous dépassez 35 XP. Et ensuite, déduction améliorée au niveau 2. Déduction au niveau 2, ça vous permet d'avoir 3 indices d'un coup si vous réussissez de 2 ou plus. Je trouve qu'en duo, trouver 3 indices en une seule action, c'est pas nécessaire. Si vous avez à tout prix besoin de trouver 3 indices d'un coup, si vous avez besoin d'une carte qui vous donne 3 indices d'un coup, c'est que vous êtes mal barré. Là, le deck, à un même test, vous attribuez regard acéré et déduction, vous avez vos 3 indices en une action. Donc c'est loin d'être prioritaire. Maintenant, si vous jouez la civilisation oubliée, je pense que dextérité s'impose. Vous aurez, vous ou votre binôme à faire des évasions, une carte avec 2 icônes d'agilité et qui se remplace en cas de réussite, c'est intéressant. Et dans le cercle brisé, décrypter la réalité, quand je joue le cercle brisé, je me suis jamais dit « Oh mince, il y a plein de lieux de partout, il y a plein d'indices de partout, c'est galère ». J'ai pas souvenir, et pourtant j'ai beaucoup joué le cercle brisé, de m'être dit « Là, ce qu'il me faudrait, c'est décrypter la réalité ». Par contre, l'œil de la vérité, voilà une compétence avec 4 icônes libres, qui a le trait entraîné, donc on peut tutorer avec la perfection vient de l'entraînement. Si ce test de compétence est requis par une traîtrise et qu'il est réussi, ajoutez cette traîtrise à la pile de victoire et attachez-lui l'œil de la vérité. Tant que l'œil de la vérité est attaché, il confère ses icônes de compétence à tout test requis par des exemplaires de la traîtrise attachée. Dans le cercle brisé, il y a, 3
ou 4 triplettes, donc cartes en 3 exemplaires, qui ont toutes sauf une déjà la particularité... Vous avez 3 ou 4 cartes traîtrises dans ce cycle qui sont présentes en 3 exemplaires dans leur set de rencontres. Toutes sauf une vous demandent de faire un test de compétence. Si le test est réussi, tant mieux. S'il est raté, vous mettez la carte de côté. S'il est raté largement, la carte gagne renfort. Et quand vous mettez de côté le 3e exemplaire de la carte, vous avez un effet très négatif. Donc, ce sont des tests qu'on n'a pas envie de rater. Et dans le cercle brisé, il y a plein d'effets qui font que on défausse des cartes du deck de rencontre. Le deck de rencontre tourne très vite, et ces cartes-là, on peut les piocher, et sur un scénario, avoir à résoudre une carte de ce genre 4, 5, 6 fois si on n'est pas chanceux. Donc la perspective d'avoir un bonus de 4 pour faire le test à chaque fois qu'on repioche cette carte-là, après la résolution de l'œil de la vérité, c'est très intéressant. Et encore une fois, c'est tutorable par la perfection vient de l'entraînement. Donc vous faites un test avec, mettons, regard acéré, vous jouez la perfection vient de l'entraînement, vous regardez les 9 premières cartes, vous trouvez ça, vous l'attribuez, les 2 compétences, au total elles vous donnent un bonus de 7, vous devez réussir de 2, si c'est réussi, 2 indices, l'œil de la vérité est dans votre main, et vous l'attribuez à la prochaine carte traîtrise très difficile. Voilà pour le deck à 35 XP. Et enfin, dernière petite remarque, dans le 6e pack de ce cycle, qui s'appelle, je crois, Dans le Maelstrom, il y a la carte Connaissance ancestrale, je pense que ça s'appellera. Hop, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, ça reste lisible. Un soutien de niveau 3, trait talent, permanent, exceptionnel, donc il coûte 6 XP. Votre deck doit inclure au moins 10 compétences, la taille de votre deck est augmentée de 5. Réaction, avant de piocher votre main de départ, attachez 5 compétences non faiblesse au hasard depuis votre deck, face cachée sous cette carte. Action rapide, inclinez connaissance ancestrale, piochez une des compétences attachées. Alors ce pack-là, j'ai regardé sur le site de FFG France, il n'est pas annoncé encore. Voilà que je regarde, Une lueur dans le brouillard, ça doit être le 4e pack je pense. Réimpression des decks préconstruits, de la réimpression de Dunwich, réimpression de Carcosa, rien de marqué. Donc après le 5 mars, mais on n'en sait pas plus. Bref. Cette carte-là, elle vous coûte 6 XP. Elle vous demande d'avoir 10 cartes compétences dans votre deck. Le deck, en début de campagne, en a 16 de compétences, en fin de campagne, en a 18. Vous gagnez 5... vous avez le droit de mettre 5 cartes en plus dans votre deck. Vous avez le droit à un deck de 35 cartes. Alors, augmenter la taille de deck, moi j'ai essayé plusieurs fois avec Versatile, ça m'a rarement pleinement satisfait, sauf quand j'avais un deck qui piochait beaucoup, et là j'ai un deck qui pioche beaucoup. Mais encore mieux, si on regarde la réaction, avant de piocher la main de départ, on prend toutes les cartes compétences non faiblesse, on les mélange, on en prend 5 au hasard, on les met sous connaissance ancestrale. Donc vous avez un deck de 35 cartes, mais vous avez une pioche qui fait la même taille qu'une pioche de deck de 30 cartes. Donc en début de campagne, vous avez vos 30 cartes, votre carte avantage, esprit analytique, le roi en jaune, la faiblesse de base, donc 33 cartes. Vous piochez votre main de 5 cartes, et sous connaissance ancestrale, vous avez ces 5 cartes compétences, qui sont le cœur du jeu, le cœur du deck, et à chaque round, vous allez pouvoir en piocher une. Vous ne choisissez pas lesquelles, mais les compétences sont relativement polyvalentes, je veux dire, quand vous faites une enquête, vous avez besoin d'attribuer une carte compétence avec des icônes d'intelligence ou libre. Si vous faites un
test de volonté, volonté ou libre, et ça il y en a sur plein de cartes différentes. Si vous êtes engagé avec un ennemi, vous voudrez des icônes libres, soit pour lui échapper, soit pour le combattre, ou alors vous comptez sur votre binôme ou encore sur rituel de sang. Donc le fait de ne pas les choisir n'est pas très handicapant. Et puis, vous allez soit piocher celle qui vous intéresse, en action rapide donc sans prendre d'attaque d'opportunité, soit si vous n'en avez besoin d'aucune pour le moment, et que vous avez sérum d'amplification des rêves en jeu, vous en piochez une que vous avez déjà dans votre main pour activer le sérum d'amplification des rêves. Et au 5e round, vous avez pioché les 5 cartes compétences. Voilà, donc c'est un peu de la pioche retardée. Du coup, moi dans un deck Mintifan main pleine, comme je viens de vous présenter, pour moi cette carte-là, elle remplace les 2 copies de Studieux que j'entrais avec mes 6 premiers points d'expérience. Maintenant, la prochaine fois que je joue un deck de ce style, je prends, je sais pas trop quelle carte en guise de proxy de celle-ci, vu que je l'ai pas encore et que je vais pas m'embêter à l'imprimer. Et voilà. Et du coup, le deck, en comptant sur l'ajout prochain de cette carte au pool, ça donne ça. Alors le message contient trop de cartes, oui. Maintenant, j'ai le droit à 5 cartes. Et qu'est-ce que ça change ? Voilà, amélioration. Premier changement. Ah, là il y a une erreur, faute de frappe. C'est une fois bien sûr, vu que c'est exceptionnel. 6 premiers XP, j'entre, connaissance ancestrale. Ça m'oblige à rajouter 5 cartes. Comme je dois les rajouter suite à un changement des règles de construction de mon deck, ça me coûte 0 XP. J'entre 2 copies de maîtrise, pour booster un petit peu le combat de mon binôme. 2 copies de se montre à la hauteur. Voilà. 3 icônes libres, innées, à attribuer uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure d'au moins 2 à votre valeur de compétence de base. Et une copie de dextérité. Alors se montre à la hauteur, ça va être pour que Mine puisse attribuer la carte à des tests de force ou d'agilité d'une difficulté de 4 ou plus. Donc imaginons que Mintifan elle est engagée avec un ennemi qui a 4 d'évasion, elle a 2, elle peut attribuer la carte. En attribuant la carte, elle passe à 5 contre 4. Elle utilise sa compétence à elle, sa capacité pour ajouter un icône, elle est à 6 contre 4. Elle applique l'effet du totem macabre, elle est à 7 contre 4. Elle a de bonnes chances de réussite. Et à noter, c'est une autre carte survivant, donc une autre cible pour dégourdi. Voilà. Et dextérité, voilà, si vous avez besoin de faire une petite évasion contre un ennemi qui est pas trop agile, ou si vous avez une carte de rencontre qui vous demande de faire un test d'agilité, ou pour votre binôme, c'est toujours ça de prix. Et sinon, je pense que ça change pas le reste du deck. Bon, voilà, présentation du deck Mintifan main pleine. Comme vous le voyez dans cette version-là, on a un deck 35 cartes, dont 23 compétences. Sachant que sur ces 23 compétences-là, 5 seront accessibles pendant les 5 prises au hasard seront accessibles pendant les 5 premiers rounds de la partie. Donc voilà, plein de compétences dès le début de la partie. Alors certes, on commencera avec seulement une main de 5 cartes, mais voilà, cette pioche de compétences en début de partie, dès le deuxième scénario, si vous gagnez 6 XP pendant le premier, je pense que ça compense largement. Bon allez, ça fait quasi 1h30 que je parle, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Éventuellement, je sais pas s'il y a un type de deck qui vous intrigue, je sais pas si on vous a parlé d'un type de deck que vous n'avez jamais joué, ou si moi j'ai parlé d'un type de deck et que j'ai jamais développé, n'hésitez pas à demander. Si c'est effectivement un style que je joue, je pourrais à l'occasion faire une vidéo dessus.
Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.